La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce lundi, le terrorisme, l'Afrique de l'Ouest fait bloc contre le phénomène. Lomé abrite en effet depuis ce matin la 3e réunion plénière du groupe de travail contre le fléau. La présidentielle 2020, fin de la tournée du ministre de l'administration territoriale, rencontre ce lundi avec les maires, les préfets, les chefs traditionnels. Une fois encore, les garanties de transparence du scrutin ont été données par le ministre. Le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole basé sur le partage des risques, le projet a le vent en poupe. Son projet d'appui vient d'être lancé avec une véritable bouffée d'oxygène, vous allez le voir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le journal. Direction d'abord l'État sur place lundi. Le chef de l'État a donné le coup d'envoi de la construction d'une centrale photovoltaïque et sa puissance 50 MW. Nous y reviendrons tout à l'heure dans un instant donc. Mais voici d'abord si on peut avoir les images de l'arrivée sur place ce lundi donc du président de la République. Monsieur le Président déjà là, en train de saluer la
foule sur son passage. Cette foule en liesse qui est en train de l'ovationner. Voilà comment s'explique la grande mobilisation ici à Blita. On dit merci au président de la République pour sa vision. Voilà. Son Excellence salue. La foule est ici très immense. Et voilà, bain de foule, accueil populaire, vous l'avez vu à Blita ce matin, donc pour le chef de l'État, présent ce lundi dans la matinée à Blita pour lancer la construction d'une centrale photovoltaïque d'une puissance, je vous le disais, de 50 MW. C'est le fruit de la coopération avec le Royaume d'Arabes Unis. Le Royaume d'Arabes Unis, la cérémonie de lancement devant les heureuses populations de Blita. Un reportage de Sylvain Raboutou. La pose de cette première plaque solaire, suivie de la mise en terre des plans et du dévoilement de cette maquette par le chef de l'État, Forest Zimna Nyasingbe, donne le coup d'envoi des travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque ici à Blita. Cette centrale, d'une capacité de 50 MW, va permettre de combler le déficit énergétique et assurer une transformation structurelle de l'économie. Un projet novateur voulu par le chef de l'État pour réduire la dépendance énergétique et fournir en permanence de l'énergie solaire aux populations. C'est fini le cortège des délestages, des coupures intempestives à la simple apparition des nuages, des pannes techniques, des restrictions budgétaires, etc. Nous sommes dans l'allégresse car la construction de la centrale photovoltaïque de 50 MW aura plusieurs retombées, notamment la réduction de la dépendance énergétique, l'augmentation du taux d'accès à l'électricité à travers l'électrification des localités environnantes, la préservation de l'environnement, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Togo, la création d'emplois privés par les jeunes et les femmes dans le contexte de la promotion de l'entrepreneuriat que vous prenez tant. Un grand pas vers la réalisation du plan national de développement économique PND à visage humain. Cet engagement du chef de l'État a été vivement salué par les bénéficiaires qui l'ont exprimé de diverses manières pour dire merci au président de la République pour sa politique de développement qui consiste à faire du Togo un pays émergent. La réalisation de ce projet permettra non seulement de booster notre économie, mais aussi de faire un grand pas vers l'atteinte des objectifs du plan national de développement qui vise la transformation structurelle de notre économie. Cette centrale solaire permettra à notre jeunesse et à toute la population de disposer de l'énergie en plein temps pour entreprendre des activités génératrices de revenus. Le taux de réussite de nos élèves sera amélioré grâce à ce projet. La réalisation de cette centrale solaire photovoltaïque est intervenue suite à la signature du protocole d'accord effectué en République du Royaume d'Arabes Unis lors de la visite du chef de l'État pour renforcer la coopération entre ces deux pays. Le projet va être exécuté par Améa Pawa, promoteur de l'initiative, un projet qui porte sur la construction, l'exploitation et la maintenance de la centrale solaire pour mieux accompagner l'État togolais dans sa politique énergétique.
In November 2000, En novembre 2019, nous avons signé le contrat d'achat d'électricité pour ce projet. Je vous ai promis, Excellence, Monsieur le Président, que j'avancerai et je délivrerai ce projet sans attendre que les banques fournissent leur financement. J'ai eu confiance en vous et en votre équipe et j'ai voulu contribuer à mon niveau à délivrer une partie de votre plan et de votre stratégie. for this great country. Cette politique du chef de l'État illustre bien son engagement d'atteindre l'un des objectifs, celui d'étendre la couverture énergétique à tous les coins et recoins du territoire national. Il n'est plus à démontrer que l'énergie joue un rôle essentiel et déterminant dans le développement économique et social d'un pays, car il n'est pas envisageable de parler de développement et de lutte efficace contre la pauvreté sans un approvisionnement fiable et durable en énergie. Comme le disait M. Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU, je le cite, « L'énergie est le fil rouge qui relie la croissance économique, l'équité sociale et un environnement sain. » Fin de citation. Il est clair que l'atteinte des objectifs du plan national de développement est fortement tributaire de la disponibilité de l'énergie électrique en quantité et en qualité. Le secteur de l'énergie, en tant que secteur de soutien à la croissance, a un rôle très important joué dans la mise en œuvre du plan national de développement. C'est le lieu de saluer une fois encore, Excellence Monsieur le Président de la République, votre clairvoyance et votre pragmatisme, car vous avez très tôt compris que l'énergie est le moteur de tout développement socio-économique et vous avez fait de ce secteur une de vos priorités. Le projet est financé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement à hauteur de 15 millions de dollars et de la Banque ouest africaine à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Il sera réalisé en 2 phases et consiste à assurer l'électricité à 30 000 ménages, a souligné le président de la BOAD, Christian Adoveland, pour faire passer l'électricité qui était de 45% en 2018 à 60% en 2022. Bien avant ce lancement, le chef de l'État a distribué des kits scolaires aux enfants de l'école primaire centrale du Blita où seront construites de nouvelles infrastructures scolaires, notamment des bâtiments, des latrines, des adductions d'eau potable pour soutenir l'éducation à la base. Ces travaux s'inscrivent dans le contexte des projets sociaux de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires pour faire de l'éducation une réalité. Et je signale également que le président de la République était aussi ce jour à Tchamba où il a eu et notamment des échanges avec les producteurs de la filière soja. Des accords ont été signés entre Califound et le MIFA. Nous reviendrons sur les images dans nos prochaines éditions. De son côté, le Premier ministre Kwame Selom Klasu a offert plus de 800 tables bancs et du matériel de bureau aux communes de la préfecture de Rao, 4 communes au total. Cérémonie ce matin en Otchan à la place de l'Indépendance. Le récit de Yves Abevivi. Les apprenants de la préfecture de Rao dans les bonnes grâces du Premier ministre, chef du gouvernement. 822 tables bancs ajoutés à une imprimante haute de gamme et un scanner. Voilà le don offert par Dr Kwame Selom Klasu, soucieux du devenir de ses élèves de la préfecture de Rao. Je remercie son Excellence le Premier ministre pour nous avoir offert cette table banc pour nous mettre à l'aise en classe, pour mieux travailler en classe et pour réussir en fin d'année. Rappelant la déclaration de politique générale du chef du gouvernement devant le Parlement, politique dont l'accent est davantage mis sur l'enseignement scientifique et les formations professionnelles et techniques, ainsi que la valorisation de l'apprentissage et des compétences en vue de promouvoir l'auto-emploi et l'employabilité des femmes et des jeunes, le préfet de Rao trouve dans ce don du Premier ministre une énième réalisation de l'action gouvernementale dans le Rao. Pour le premier degré, 26 bâtiments scolaires pour 78 salles de classe ont été construits. 4 édiles ont été reconnus par l'État. 62 249 élèves ont bénéficié du projet School Assure. 10 783 élèves bénéficient de la cantine scolaire. Au second degré, 25 bâtiments scolaires pour près de 100 salles de classe ont été construits. Sur 5 sigiles
4 sont transformés en CG officiels. Des nouveaux lycées ont été créés. Le nombre de bénéficiaires de scolarship au second degré s'élève à 29 653 élèves. Comme si cela ne suffisait pas, notre frère, notre fils, notre premier ministre revient ce matin avec un élément important, voire indispensable dans la formation et l'éducation de nos enfants, de nos jeunes, des tables bancs. Ces tables bancs iront aux écoles des 10 communes de la préfecture de Rao. Le directeur de cabinet représentant le ministre de l'enseignement primaire et secondaire trouve dans cette œuvre de bienfaisance la matérialisation de l'axe 3 du plan national de développement PND et qui vient s'ajouter aux multiples dispositions déjà en cours dans les écoles, entre autres School Assure, les cantines scolaires et la suppression des frais de scolarité au cours primaire, ce qui a eu pour effet l'augmentation des effectifs et la réduction des abandons. Cette action va permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage et de réussite des élèves. Or, lorsqu'on lance un regard sur l'axe 3 du plan national de développement, on ne peut pas y arriver sans faire un clin d'œil aux élèves qui sont aujourd'hui des apprenants, mais qui ont à prendre en main la destinée de la mise en œuvre de cet axe 3 du plan national de développement. Aux apprenants, le Premier ministre a expliqué les raisons qui ont motivé l'action, faire d'eux les artisans de la construction du Togo de demain, les inciter à l'endurance et à l'abnégation dans les études. Il a également annoncé la construction d'autres bâtiments scolaires dans plusieurs communes de Rao. C'est pour apporter un peu de matériel dans vos écoles et établissements scolaires pour pouvoir répondre un tant soit peu aux besoins exprimés. Tout ceci n'a été possible que grâce au président de la République, j'ai nommé son Excellence le Sefor et Sozimna Nyasingbe. Chers enfants, chers élèves, chers apprenants, vous nous voyez aujourd'hui devant vous. Nous avons fait les écoles que vous fréquentez aujourd'hui. Et si Dieu a permis à ce que nous puissions nous exprimer aujourd'hui en qualité de chef de gouvernement, Premier ministre, cela veut dire, chers apprenants, que demain vous le pouvez aussi. Ce n'est pas seulement être ou devenir chef de gouvernement. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Mais il y a un seul point de passage. Le seul et unique point de passage, c'est d'aller à l'école. Donc c'est un geste que nous posons pour pouvoir vous inciter à apprendre, à étudier, parce que je souhaiterais, et c'est ça le vœu de tous les parents, conformément à un adage du terroir qui dit ce que le papa n'a pas pu faire, ce que maman n'a pas pu faire, il faut que l'enfant le fasse. Alors, chers apprenants, je voudrais vous demander, avec insistance, d'être assidus à l'école, d'avoir le goût du travail, pour que demain, vous puissiez être la relève de ce pays. Et donc la relève pour la préfecture.
Au nom des populations de Raro, le chef canton de Notien, Togui Agokoli 4, a exprimé sa reconnaissance au chef du gouvernement pour ce geste, selon lui, exceptionnel en faveur de l'éducation dans le Raro. Une action qui ne serait pas la dernière, puisque le Premier ministre a également annoncé, en faveur des femmes de Raro, l'élargissement du nouveau marché de Notien avec une structure de premiers soins. C'est rebondi donc ce matin à Notien, la place de l'indépendance. Je vous l'annonçais en titre, l'Afrique de l'Ouest fait bloc contre le terrorisme. Lomé abrite en effet depuis ce matin la 3e réunion plénière du groupe de travail de la sous-région contre le fléau. Objectif, arriver à cerner les nouveaux défis imposés aujourd'hui par le phénomène, et à l'occasion des expériences seront partagées pour plus de solidarité dans l'effort de lutte. Et de ce L'Afrique de l'Ouest, depuis Lomé, lance un message fort quant à l'importance qu'elle accorde à la menace terroriste et à la nécessité d'exploiter toutes les opportunités et ressources disponibles pour y faire face. Le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, GCTF, renforce la capacité des pays ouest-africains dans un contexte régional et international dans lequel le terrorisme n'a pas faibli. La radicalisation gagne du terrain. Il faut donc une réponse holistique aux menaces de la paix. C'est dans cette dynamique que le GCTF, au cours de cette 3e plénière, compte partager les bonnes pratiques, s'informer du besoin réel des pays pour une lutte renforcée. Cette réunion aura aussi le mérite de cerner les nouveaux défis liés à la lutte, étant donné que les groupes terroristes exploitent plusieurs moyens pour nuire. Les groupes terroristes qui sévissent innovent par leur mode opératoire, mutualisent leurs moyens et ressources et investissent davantage dans l'utilisation de l'Internet, des plateformes cryptées et des réseaux sociaux. Pour recruter, les groupes terroristes recourent aussi et de plus en plus à l'intéressement financier. Ils recourent aussi à la logique de la division et de l'exploitation à leur avantage des différents fonciers économiques, sociaux, culturels ou ethniques qui existent entre les populations. Le Togo salue l'initiative des Nations Unies qui a institué la plateforme de discussion et de coordination des actions en vue de préserver la paix, combattre le terrorisme et encourager le respect des droits de l'homme. Cette initiative des Nations Unies, qui est le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, constitue sans nul doute une instance fort louable, d'autant plus que l'ampleur sans cesse croissante du phénomène terrorisme dans l'espace ouest-africain demeure très préoccupante. L'attaque terroriste du 20 janvier 2020 faisant 36 civils tués dans le nord du Burkina Faso et celle du 26 janvier 2020 au Mali avec plus de 20 militaires tués témoignent de cette situation inquiétante. D'ailleurs, les Nations Unies indiquaient que les attaques djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont occasionné plus de 4000 morts dans la seule année 2019 face à Boko Haram au Nigeria, en Sardine, Akbi, Moudjao ou Al-Mourabitoun au Mali, au Niger et au Burkina Faso, et avec des velléités expansionnistes de ces groupes, aucun pays de l'Afrique de l'Ouest n'est épargné de la menace terroriste. Ce constat amer reste vérifié pour l'ensemble des États du monde entier. C'est pourquoi il n'est pas surabondant de féliciter ici les Nations Unies, initiatrice de la création du présent forum. Le phénomène est multidimensionnel. Il y a donc lieu d'accentuer les mesures répressives et dissuasives. Les Nations Unies appellent donc à une synergie d'action. Ibn Chambas, chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, a précisé ici que le terrorisme et l'extrémisme violent dépassent une lutte individuelle et que la coordination des efforts est souhaitée. En 2019, les attaques perpétrées par les groupes terroristes ont fait plus de 6000 victimes. C'est dire qu'il faut doubler de vigilance et accroître la résilience des pays. Autre
autre sujet évoqué ce soir, la fin de la tournée de sensibilisation du ministre de l'administration territoriale. Rencontre ce lundi à Lomé avec les maires, les préfets, les chefs traditionnels, tous de la région maritime. Ici, comme ailleurs déjà, les garanties de transparence du scrutin ont été données. Augustin Kossi. Les acteurs locaux de la région maritime conviés à la culture de la non-violence. Préfets, élus locaux et chefs traditionnels, chacun y a sa partition à jouer pour une élection présidentielle apaisée. À l'entame des échanges, les différents éléments de transparence du scrutin du 2 février prochain ont été circonscrits. Il y a 4 niveaux. Le premier niveau de transparence, c'est la composition plurielle de l'organe chargé d'organiser et de superviser les élections, la CENI, où il y a des partis de l'opposition, des partis de la majorité. Donc, étant donné qu'ils ne sont pas du même bord, ils s'auto-contrôlent. Il en est de même des démembrements de la CENI, les CENI, les CLC, les bureaux de vote. Le deuxième niveau, c'est l'audit du fichier électoral. Le fichier électoral a été audité, validé, fiable. Donc, c'est un élément de transparence. Le troisième niveau de transparence, c'est le suivi qui se fait au niveau du comité suivi, qui est un comité pluriel également, où il y a l'opposition, la majorité, et ensemble, ils évaluent l'évolution du processus et font des recommandations que nous mettons en œuvre. Et le dernier niveau de transparence, c'est le niveau de l'observation des élections. Parce que l'élection ne se fait pas à huis clos. L'élection se fait sous, disons, le contrôle d'observateurs nationaux et internationaux. Il faut que ces observateurs soient avant tout neutres pour pouvoir faire un travail fiable. Nous avons profité pour rappeler ce qui se passe dans la sous-région. Nous ne souhaitons pas que cela vienne dans notre pays. Pour garantir la paix, il faut choisir la paix. Si on choisit la paix, on est sûr qu'on va dans le sens de la non-violence. Il vaut mieux que nous fassions en sorte à promouvoir la paix, à privilégier la paix dans tout ce que nous faisons. De la composition pluraliste de la CENI à l'accréditation des observateurs, les acteurs locaux ont voulu avoir des éclaircissements. Ici, pas de sujet tabou. De fond en comble, les inquiétudes liées à la transparence du processus ont été abordées. La pédagogie mise en place par le ministre de l'administration territoriale pour en parler est claire. Le respect des textes et des lois en vigueur doit être de mise. C'est une très bonne initiative parce que nous, élus locaux, fraîchement élus, nous en avions besoin que le ministre en charge de la décentralisation ait pensé à nous rassembler pour nous expliquer toutes les garanties de transparence et puis sur ce qui concerne la non-violence. Donc nous, à notre tour, nous allons relayer cela à nos populations et veiller à ce que tout se déroule dans la paix. Les valeurs que les chefs traditionnels sont appelés à véhiculer, c'est des valeurs de la non-violence, les valeurs de paix. Et nous voudrions saluer justement cette tournée parce que nous avons justement besoin de paix pour que nous puissions avancer. L'étape de Lomé met donc fin à cette tournée de sensibilisation qui a sillonné les 5 régions du pays. Et les acteurs locaux, chacun en ce qui le concerne, se chargera de sensibiliser ses administrés autour de ces valeurs pour une élection présidentielle apaisée. Et voilà, des valeurs qui ont pour nom civisme, citoyenneté, paix, des valeurs enseignées, inculquées aux jeunes, également à Atakpamé. La période n'est pas anodine. Nous reviendrons en image sur le sujet dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, unir en course, vous le savez, pour la présidentielle occupe le terrain. Le cas, vous allez le voir ici, dans Golfe 4, les responsables sonnent le rassemblement, la mobilisation. Reportage, Robert Poitogoui, Marie-Ange Bida. Unis Golfe 4 dans la dynamique de la préservation de la paix avant, pendant et après les élections présidentielles du 22 février 2020. À Kassimé, les premiers responsables de cette section communale étaient en contact avec les militants à la base pour leur apporter ce message. À leur côté, la vice-présidente Unis Grand Lomé, l'honorable Ibrahima Memounatou et les députés du parti, tous convaincus qu'il régnerait le climat de paix et du vivre ensemble. Nous allons tous nous engager pour
organiser ces élections dans la paix et la crainte de Dieu. Nous voulons que ces élections se passent dans le calme et c'est pour ça que nous avons organisé cette journée pour mobiliser les militants. La visite de la vice-présidente qui représente son Excellence, le président Faure Eswazina Gnassingbé, ça a été vraiment un soulagement pour la commune. Et quand elle vient comme ça, avant les élections, nous sommes rassurés que nous avons le soutien du parti UNIR. Et ça nous encourage davantage. La vice-présidente a invité les militants et sympathisants du Golfe 4 à cultiver davantage l'esprit d'humilité, de pardon et de cohésion sociale voulu par le chef de l'État. Elle a transmis aux populations les vœux de santé et de paix du président de la République. Dans le reste de l'actualité, cette initiative en faveur des jeunes de Tchaoudjo et de Sotoubois, ils vont pendant 10 jours suivre une formation en entrepreneuriat, initiative personnelle du chef de l'État. En quoi va consister donc la formation? Les précisions de Désiré Aloy. Au travers de multiples projets et programmes, l'agriculture togolaise prospère. Un élan que l'État renforce au quotidien. Le camp de futur 2020, un autre projet pour davantage booster le secteur porteur. Un moyen essentiel pour conduire le PMD. Jeunes et femmes primo-entrepreneurs agricoles de Tchaoudjo et de Sotoubois au rendez-vous pour une formation. L'agriculture est le secteur moteur de l'économie togolaise et pour donner la chance à tous les agriculteurs, à tous les jeunes, à toutes les femmes et les braves entrepreneurs du secteur, le chef de l'État a initié ces camps du futur pour les outiller, donner les capacités et les moyens nécessaires afin qu'ils puissent générer leurs entreprises et développer de l'agro-business comme cela se doit, afin de faire de ces personnes des vrais opérateurs économiques capables de conduire leurs initiatives pour transformer elles-mêmes leurs conditions de vie en améliorant leurs revenus. Première des orientations fondamentales d'un entrepreneur, c'est d'abord la détermination. Et ensuite, c'est la volonté d'investir sur soi-même pour être un entrepreneur capable de regarder les défis de son milieu pour en faire des opportunités d'affaires, mais capable aussi de surmonter les difficultés que n'importe quelle entreprise est appelée à connaître dans sa vie. Ils sont des acteurs des chaînes de valeur. Une formation, élément essentiel à leur endroit pour susciter l'ouverture d'esprit entrepreneurial et favoriser l'investissement. Pour le gouvernement, il faut donner l'envie d'entreprendre afin de devenir de véritables chefs d'entreprise. Une formation de 10 jours avec 24 modules, il faut qu'ils aient beaucoup d'attention pour bien assimiler, et les outils et l'approche de la formation même est fait de telle en sorte que tous ces entrepreneurs partent avec de réelles capacités à investir dans l'agro-business à travers des entreprises qu'ils auront générées au bout de ces 10 jours. La formation se poursuit dans les autres préfectures. C'est une initiative personnelle du chef de l'État pour les amener à faire de l'agro-business. Belle option. Ils sont là alors pour suivre des itinéraires et devenir bons entrepreneurs, développant des compétences dans leurs exploitations en vue d'une production professionnalisée et de qualité. À partir de cette formation, nous allons nous relancer. Mais avec les explications du ministre, vraiment nous avons compris que vraiment le développement, il viendra de nous-mêmes. Et nous sommes vraiment disposés à devenir des millionnaires à travers notre secteur agricole. Comme nous sommes dans la transformation, nous sommes très contents d'être dans cette formation et puis nous pensons bien formés pour que nous puissions mettre ça à la disposition de nos groupes, pour que nous puissions réussir dans nos activités de transformation. Nous saluons vivement l'action du chef de l'État et de son gouvernement pour que tous les producteurs créent leur entreprise et deviennent, pour augmenter la productivité et la transformation de nos produits chez nous, pour qu'on puisse consommer local. Camp de futur, un espoir pour les jeunes et femmes aguerris. Ils vont produire à échelle, aller à la transformation, commercialiser ici et là. Objectif, lutter contre la pauvreté, la faim, créer la richesse et faire du Togo un pays émergé.
de l'eau potable désormais pour les populations de Kassikide, c'est dans l'est de Sotoubois. Idem pour les communautés de Djouamou dans le Pendjal. Le ministère de l'Action sociale vient de faire don de forage dans ces différentes localités. Le récit, Désiré Aloy à Sokole, Tchazim Nabaga à Dapan. Kassikide, 40 km dans le canton de Sessaro, à l'est de la ville de Sotoubois. Ici, les corveaux d'eau deviennent un souvenir. L'ouvrage, remis officiellement par la ministre en charge de l'action sociale aux populations, constitue une réponse aux recommandations issues des différents forats de la femme togolaise. Le ministère travaille donc à alléger les tâches aux femmes afin de leur permettre d'exercer plus aisément leur activité génératrice de revenus agières. Nous, les femmes de Kassikate, nous sommes très fiers de ce forage que le chef de l'État vient de nous offrir. Et avant, on buvait l'eau de pluie et vraiment qu'aujourd'hui, on nous a offert ce forage. On est tellement fiers parce que nous aussi, on va boire l'eau potable et on ne va plus tomber malade dans notre communauté. Entretien, on vous rassure que comment vous êtes venus voir aujourd'hui comment c'est propre. Chaque jour, même si vous venez dans l'improviste, vous allez retrouver ça comme ça, tellement propre parce que ça nous tient à cœur. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation aux côtés de ces femmes actrices de développement à la base. Un soutien apporté qui cadre avec le plan d'action sociale du gouvernement. La remise du présent forage s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'une des recommandations des forats de la femme togolaise que nous organisons tous les 2 ans dans notre pays. Et cette recommandation concerne l'allègement des tâches des femmes. Et l'une des stratégies pour alléger ces tâches, c'est la mise en place des forages. Aujourd'hui, elles ont l'eau à proximité de leur maison. Il faut qu'elles en prennent le plus grand soin, surtout pour garantir la durabilité de l'ouvrage. Outre Kassikide à Sotoubois, Sodjakopé dans l'Est Mono, Asséré dans la Bina, Tampilengo dans la préfecture de Saint-Cancé, Boubundi dans Pendjal Ouest, Bléonou dans Logou et Assokopé dans Vaughan bénéficient de ces ouvrages évalués à environ 42 millions de francs CFA pour rendre l'eau potable disponible partout. La ministre Léa Tchabinandi Yenchare Kolani à Kassikide est accompagnée par mademoiselle Kouméa Loseika qui joue le rôle de la directrice régionale de l'action sociale dans le cadre du projet Filles aux commandes initié par Plan Togo pour susciter chez les filles la culture de l'excellence et la promotion de la gente féminine. Le ministre en charge de l'action sociale et de la promotion de la femme apporte ici l'eau potable aux populations de Djouamo dans la préfecture de Pendjal Ouest. Au-delà du précieux liquide, c'est un gain de temps inestimable qu'elle leur offre pour leur épanouissement socio-économique. C'est une localité dans laquelle les femmes souffraient beaucoup pour avoir de l'eau. Elles étaient obligées de parcourir plusieurs kilomètres. Ce forage contribue à alléger leurs tâches. Cela leur permettra, sans nul doute, comme nous le savons, de trouver plus de temps ou de dégager un peu plus de temps pour s'adonner à des activités génératrices de revenus, ce qui pourra contribuer à leur autonomisation économique. Le ministre est accompagné dans cette démarche par l'association de développement social Atatouir Arafaïa. C'est grâce à notre ministre, c'est elle qui nous a demandé et Dieu merci, quand on a fait demande en même temps, on nous a accordé, on a fait ça. Voilà aujourd'hui les populations de Djoumo, ils ont trouvé l'eau propre dans leur maison. On remercie les chefs d'État, Fort et Sosnan Nyasingbe. S'il n'avait pas la paix, on ne peut pas faire cette forage ici. Donc on demande Dieu que Dieu n'a qu'à nous accorder la paix. C'est toutes les fautes qu'on veut faire. Dieu n'a qu'à nous choisir ce qui l'homme de la paix comme ce qu'on a dedans. L'ouvrage est très bien accueilli par les populations, surtout qu'elle arrive en pleine saison sèche dans la région des savanes. Comme on a eu le forage, nous sommes très fiers de ça parce que quand nos enfants et nous-mêmes, nous buvons cette eau, il n'y aura plus de maladies dans notre village. Nous remercions les chefs de l'État
son excellence Fort-Essois Zinania Singbe, parce qu'il s'est rappelé de nous et il nous a donné le forage. On le remercie, qu'il continue comme ça. Un réservoir est également aménagé à côté du forage pour permettre aux animaux de s'abreuver. Les populations sont exhortées à faire un bon usage de l'ouvrage et surtout à accompagner la politique de paix et de sécurité du président de la République, Fort-Essois Zinania Singbe, gage de tout développement. La jeune fille à l'école, ça ne servira à rien. Tout le contraire de ce que pense la fondation Nana Ané 15 qui fait de la réussite de la jeune fille à l'école désormais son sacerdoce. Elle vient de lancer son 3e programme de promotion de la scolarisation de la jeune fille en milieu défavorisé et ça se passe dans les lacs. 50 filles sont dans les starting blocks bénéficiaires de kits pour cette première édition. Les précisions, Robert Potobi à Taratem. Après le programme Excellence Junior qui rassemble aujourd'hui 158 boursiers de la 6e au Master 2 et la récompense du savoir de 1000 élèves, le roi des Minas, Sa Majesté Nana Ané Ohininkwakwam de Sou 15, à travers sa fondation, lance le projet promotion de la scolarisation de la jeune fille en milieu défavorisé dans les lacs. C'est un programme qui concerne exclusivement les jeunes filles déshéritées mais excellentes. Elles sont 50 dont l'âge est compris entre 12 et 14 ans. Et ces jeunes filles sont accompagnées sur le plan scolaire, mais également sur le plan de développement personnel, pour en faire des femmes accomplies, pour faire face aux diverses situations qui se présenteraient dans leur vie. On a fixé la moyenne à 15/20 pour l'année. Toutes sont en classe de 6e. On les recrute, on les a sélectionnées en classe de 6e. On a jugé qu'il faut prendre celles qui sont dans les écoles primaires publiques, pas dans la ville d'Anéron, ni dans ses environs immédiats, mais dans la préfecture, dans la profondeur de la préfecture des lacs. Nous remercions du fond du cœur Nana pour ce programme qui nous permettra d'aller loin dans notre vie. Cette signature marque officiellement le démarrage de ce 3e programme qui prend en compte la remise de kits scolaires, l'octroi d'une bourse d'études de 50 000 francs de 2 tranches et une assistance médicale. Il est financé à 70% par l'Union européenne à travers l'agence délégataire de financement ProSEMA. C'est un projet très important. Éduquer une jeune fille, c'est finalement donner la clé à l'épanouissement d'une nation. C'est comme ça que le ProSEMA a financé ce projet. Et je pense que déjà, elles sont confiantes parce que les messages qui ont été donnés, des messages qui sont allés droit au cœur et qui certainement également seront accompagnés par les parents d'élèves de ces bénéficiaires. Un club de filles leaders sera mis en place et mènera des activités socio-éducatives. Le parrain de cette première promotion, Jonas Daou, directeur général Sodigaz, a promis soutenir les bénéficiaires même après le bac dans leurs études universitaires. Le préfet des lacs, Daté Bénissan, et le maire lac 1, Alexis Akerebourou, ont félicité le roi des Adigo et alliés, Sa Majesté Nana Ané Ohininkwakwam de Sou 15, pour ses multiples efforts en matière d'éducation dans les lacs et au Togo. Le jour est mémorable, l'événement encore plus. La paroisse Cœur Immaculé de Télésou consacrée ce samedi 2 février 2020. Un temps divin dans la communauté, dans la vie de la communauté. La messe a été dite par Monseigneur Amouzou Dedi Djekpa, représentant l'archevêque de Lomé. Le récit de Marie-Ange Bida. Œuvre humaine aujourd'hui sanctifiée, la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Télésou. Elle est consacrée pour toujours au culte divin par les rites de dépôt des reliques des saints Sébastien, Padre Pio, Mère Teresa, Antoine de Padoue et François Xavier de Cabrini. S'ensuit l'onction du Saint-Crème, l'encensement et l'illumination de l'autel et des murs de l'église. Une église devenue lieu d'adoration et de recueillement par excellence. Dans cette maison, à lui consacrée, il nous offre un signe merveilleux de son alliance. Ici, il construit pour sa gloire le temple vivant que nous sommes. Ici, il édifie harmonieusement son église. En ce lieu que tu as consacré, Seigneur,
Nous te bénissons, nous te glorifions et nous te rendons grâce, car tu as toute grâce, toute bonté, toute bienveillance et toute magnificence. Bâtie par les hommes, l'architecture de l'Église rappelle à l'intelligence humaine le devoir de la créature envers son Créateur, celui de la prière et de la reconnaissance. Notre Église est conçue sous une forme humaine, couchée, regardant le ciel. Quand on est dans cette Église, à notre gauche, nous allons voir l'Ancien Testament au plafond et à droite le Nouveau Testament. Les premiers parents Adam ont péché et Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Donc c'est ça qui se trouve à droite. Donc c'est toute la Bible qui est représentée ici. Par l'action de grâce matérialisée par les chants, les danses et les offrandes, les fidèles catholiques de la paroisse ont démontré leur joie d'être témoins de ce heureux jour. C'est une grande joie qui m'anime aujourd'hui. J'ai plus de foi quand je lance une prière. Je sais que ces saints-là écoutent et prient aussi avec moi. Nous allons faire un effort pour que nos prières soient plus efficaces et que la Vierge Marie nous aide et emporte cette prière à son Fils. La consécration de ce temple aujourd'hui est très spéciale. Tout chrétien qui y entrera pour adresser ses prières et supplications serait exaucé. La paroisse Cœur Immaculé de Marie de Télé-sous-Lavagnon a été érigée en paroisse en novembre 2019. Pour mémoire, ces premiers jalons ont été posés par les membres de l'association Notre-Dame des Douleurs de la paroisse Marie-Mère du Rédempteur d'Atidougon. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué de la CNDH. Dans le cadre du processus de l'élection présidentielle du 22 février 2020, la Commission nationale des droits de l'homme, conformément à son mandat, a effectué du 12 au 19 janvier 2020 une tournée de sensibilisation dans toutes les préfectures du pays afin d'échanger avec les différentes couches socio-professionnelles, notamment les préfets, les maires, les forces de l'ordre, de sécurité, les chefs traditionnels, représentants de partis politiques, leaders communautaires et religieux, organisations de la société civile, les médias, et sur le thème exercice des libertés publiques en période électorale. La Commission a saisi l'occasion pour rappeler aux populations les vertus cardinales de la paix, du pardon, de la tolérance, du vivre ensemble et la nécessité de sauvegarder la cohésion sociale. À quelques jours du début de la campagne électorale, prenant en compte les préoccupations soulevées par les populations cibles et dans le souci d'aboutir à une élection apaisée, respectueuse des droits de l'homme, la CNDH invite tous les acteurs impliqués dans le processus électoral au respect strict des dispositions du Code électoral et autres législations pertinentes en matière d'élection, à la meilleure manière de concilier l'impératif de sécurité publique et le libre exercice des libertés fondamentales, à l'impartialité, à la neutralité et à l'objectivité dans l'exercice de leurs missions respectives, à s'abstenir de toute violence lors des manifestations et activités politiques. La CNDH exhorte par ailleurs les candidats et leurs militants à privilégier les voies légales en cas d'éventuels conflits liés au processus électoral, communiqué donc de la CNDH. Autre communiqué, le concours d'entrée au Centre régional de formation pour entretien routier CERFER pour l'année académique 2020-2021 aura lieu le mercredi 7 octobre 2020 dans les spécialités suivantes. Cycle BTS, technicien supérieur de génie mécanique d'Angers. Cycle BTS, technicien supérieur de génie civil. Les conditions d'inscription, eh bien, vous pourriez les retrouver dans le quotidien national Togo Presse. Le ministre des Infrastructures et des Transports, ministre de tutelle du CERFER, informe le public que le concours d'entrée au Centre régional de formation pour entretien routier pour l'année académique 2020-2021 aura lieu le mercredi 10 juin 2020 dans l'enceinte du CERFER à 7h précises. Deux spécialités sont donc proposées. Cycle B, technicien de génie mécanique d'Angers, cycle B, technicien de génie civil. Les conditions d'inscription sont à retrouver dans le quotidien national Togo Presse.
Et ceci met fin à ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou notamment à Bruxelles, en Belgique. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Une belle soirée.